Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Marie, coach en bien-être holistique et en alimentation vivante. Bonjour Marie. Bonjour Ben. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir, merci de m'avoir invité aussi pour parler ensemble de choses inspirantes. Avec grand plaisir. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous parler de ce qui t'a amené à exercer en tant que coach en bien-être holistique et en alimentation vivante? Qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin, sur cette voie? Je dirais que ce qui m'a amené sur ce chemin, ça a démarré il y a très longtemps. Déjà, l'année de ma naissance, moi je suis née en 1980. Et quand j'avais à peu près 1 an, ma mère a eu un magasin bio, ce qui était très novateur à l'époque, puisque c'était à Bruxelles, il n'y avait presque pas de magasin. Elle faisait partie vraiment des pionniers. Et j'ai grandi avec une maman qui m'a nourrie avec une alimentation naturelle, sans pesticides, principalement végétarienne, qui m'a soignée de manière toujours naturelle, jamais chimique. Et donc c'est vrai que là j'ai eu un bagage santé, un bagage bien-être, c'est vraiment un beau cadeau d'éducation que ma mère m'a fait avec tout ça. Et après, entre la vingtaine et la trentaine, j'ai continué sur la voie d'une alimentation la plus saine possible. En tout cas, c'était naturel et bio. Mais j'étais pas aussi pointue en nutrition qu'aujourd'hui. Et ce qui m'a amenée là-dedans, c'est que quand j'ai eu 32 ans et quelques, eh bien, je me suis sentie en fatigue chronique. Je travaillais à l'époque à mi-temps et j'avais besoin de dormir 2-3 heures par après-midi. Et au bout de 3 semaines, je me suis dit, bon, des fois on est un peu fatigué, on peut avoir besoin d'une période de récupération, mais si ça dure plus de 3 semaines, il y a un moment, ça devient quand même étrange. Je me suis posé les bonnes questions, je me suis rendu compte que j'étais en fatigue chronique. Et un jour, j'ai été attirée comme un aimant par un livre dans un magasin bio bruxellois qui s'appelle Tann, près de la place du Châtelain. Et j'ai vu un livre des éditions Jalinis, écrit par des Québécois, qui s'appelait « Manger vivant pour vivre mieux et plus longtemps ». Et je sais pas pourquoi, énergétiquement, ce livre m'a énormément attirée. Je l'ai lu et c'était pour moi comme évident qu'il fallait que je rajoute du vivant dans mes assiettes, que je m'intéresse à certaines catégories d'aliments qui très probablement ne me convenaient pas. Et ça a été comme une sorte de renaissance. En 3 semaines, j'ai senti des différences énormes. Tout simplement, par exemple, en arrêtant le gluten, en essayant de stopper les produits laitiers, en incorporant beaucoup plus de fruits et en incorporant beaucoup plus de crus. Et alors c'est très rigolo parce que des fois je pense qu'on a des intuitions et on se rend compte que plus tard qu'elles ont un sens. Parce qu'à la vingtaine, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, je suis taureau, j'ai les pieds sur terre mais la tête dans les étoiles. Et je me disais, ah là là, si on me demandait de choisir une catégorie d'aliments parce que j'étais sur une île déserte et que j'aurais pas le choix, plus de choix au niveau alimentaire, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et je me disais, les fruits. J'avais aucune idée qu'on pouvait se nourrir que de fruits, par exemple. C'est pas mon cas aujourd'hui, je suis pas fruitarienne ou quoi, mais je sais qu'on peut se nourrir que de fruits. Il y a des gens qui le font de par le monde. Mais à l'époque, je le savais pas. Et j'avais déjà cette attirance. Et c'est finalement qu'une petite dizaine d'années plus tard que j'ai découvert ça. Et qu'après, ça m'a tellement changé, ça m'a guéri de ma fatigue chronique. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petits bobos considérés comme normaux par la majorité des gens, des règles douloureuses, un rhume, des migraines, des boutons, de l'acné, des choses comme ça, qui ont disparu en fait en changeant mon alimentation. Ça a été un tel waouh que je me suis passionnée pour me former en autodidacte, faire des formations privées, expérimenter, lire, chercher. Et quelques années après, j'ai commencé à en faire ma profession, passion. Pendant quelques années, ça a été pour une entreprise qui m'a employée en ce but. Et voilà, aujourd'hui, ça prend d'une toute autre tournure. Et aujourd'hui, alors du coup, qu'est-ce qui, dans ton activité, il y a une évolution avec le temps, avec toutes tes formations, tu as eu une évolution de toutes ces différentes prises de conscience qui t'ont mené à aujourd'hui proposer un autre type de service? Oui. Ce que je pense important de préciser avant de parler de ça, c'est que quand j'ai découvert l'alimentation vivante, et donc principalement crue, je me disais qu'il fallait peut-être probablement manger 100% cru pour être dans cette dynamique, pour avoir les résultats. Et je me faisais un peu une pression de manger 100% cru, en tout cas au début, la première ou la deuxième année. Et j'ai fini au fur et à mesure du temps et de l'expérimentation et du ressenti à savoir suffisamment bien écouter mon corps
pour me rendre compte que, en tout cas, là où je vis aujourd'hui, avec le climat sous lequel je vis, moi, j'ai pas envie de manger 100% cru, mais majoritairement cru. Donc, ça va être 80-90%, parfois plus, parfois un petit peu moins, en écoutant le corps, en fait. Le corps, il a beaucoup de choses à nous dire quand on est dans un cadre sain, brut, non transformé, vivant, varié, végétal. Comme dit Tal Schaller, le médecin suisse, la règle des 3 V, varié, vivant, végétal. Et de par mon expérience professionnelle passée, je me suis rendu compte que pour moi, il y avait beaucoup besoin d'individualisation. Parce qu'il y a un cadre qui est bon pour tout le monde, parce qu'on est tous des êtres humains avec un système digestif similaire, etc., qui descend des grands singes et tout. Mais après, on n'a pas tous le même passé, on n'a pas tous la même famille, la même génétique, même si bien sûr on peut changer la génétique par notre hygiène de vie. On n'a pas tous eu la même alimentation, les mêmes soins de santé, le même stress, tout au long de notre vie. Et donc quand on effectue un changement, on ne peut pas tous se permettre de le faire au même rythme ou de la même manière. Et donc moi j'ai vraiment à cœur aujourd'hui de pouvoir individualiser les conseils et de pouvoir suffisamment prendre d'indices et suffisamment faire un état des lieux personnel pour pouvoir ensuite... en fonction de mes connaissances et de mon ressenti, dire là ça te conviendra bien à tel rythme, et ensuite aussi pouvoir faire un petit suivi, être là pour la personne en direct one-to-one. Et pour les personnes qui connaissent peut-être pas l'alimentation vivante, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus en profondeur de à quoi ça correspond et à quoi ça ressemble? Dans l'alimentation vivante, il y a le mot vivant, parce qu'on est des gens, on est vivant, et finalement, on se rend compte que si on prend une graine germée, on la met en terre, il va se passer quelque chose, il va y avoir de la vie qui pousse. Si on prend une graine qui aura été cuite et bouillie à l'eau, il n'y aura plus rien qui va pousser. Donc, je pense que manger majoritairement vivant, c'est déjà manger beaucoup de choses crues, et qui n'ont pas été dénaturés par la cuisson au-delà de 42 degrés. Et donc ça permet une préservation nutritionnelle et gustative assez exceptionnelle. Et ça nourrit vraiment notre corps avec des vrais nutriments qui vont venir apporter de la satiété. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « moi, j'ai tout le temps faim, j'arrive pas à arriver à satiété ». Eh bien, c'est parce que les aliments sont pas vivants, ont été chauffés beaucoup trop longtemps et ne contiennent plus le potentiel nutritionnel dont le corps a besoin. Donc le corps va dire donne-moi encore des calories, encore de la quantité, parce qu'il n'a pas les vitamines, les minéraux, les micronutriments et les macronutriments dont il a besoin. Et du coup, manger vivant, c'est manger beaucoup de cru. De toute façon, le vivant, c'est cru. Et on peut quand même soit manger les choses assez simples ou cuisiner un peu. Il y a 2 types de cuisine. Donc de cuisine crue. Il y a des cuisines crues qui vont être très simples et très faciles à digérer, et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus gastronomiques, un peu plus festives, un peu plus occasionnelles, je trouve. En tout cas, il ne faut pas manger de la cuisine crue trop complexe tous les jours, parce que c'est pas digeste, mais c'est festif et c'est très agréable, et ça permet de créer des saveurs, des textures, et on peut utiliser des techniques comme la déshydratation pour créer beaucoup de choses. Et donc on peut aller jusqu'à 42 degrés. C'est la température où on est sûr de bien préserver les nutriments. Il y a d'ailleurs un restaurant à Paris qui s'appelle 42 degrés, qui en a fait son nom parce qu'il propose de la gastronomie végétale et crue. Et c'est vrai que c'est à partir de cette température-là où finalement on perd énormément en nutriments, et que du coup, quelque part, ils sont un peu gaspillés, puisqu'ils soit ils deviennent plus assimilables ou ils sont détruits par la cuisson. Et c'est vrai que justement, revenir à cette première qualité nutritionnelle dans la nourriture, ça peut être vraiment intéressant pour revenir à la santé. Et donc toi, dans ce chemin, tu parlais de ce moment où tu as eu ce temps de fatigue chronique qui s'est installé. Avec les changements que tu as mis en place, il y avait peut-être d'autres changements que ceux d'alimentation aussi, ou il n'y avait que celui-ci? Au début, ce n'a été que l'alimentation, mais une fois qu'on met un pas là-dedans, on se rend compte d'autres choses. Enfin, on est beaucoup plus clair avec nous-mêmes sur ce qui nous convient encore ou ce qui nous convient plus, parce qu'on donne à notre corps un cadre beaucoup plus naturel. Et donc, on remarque d'autant plus si le cadre de vie ne nous convient pas, si on a trop de stress, si la ville nous convient encore, où il y a beaucoup de choses où on se rend compte tout d'un coup, ah oui, je vis peut-être depuis 20 ans en ville, mais est-ce que ça me convient encore? Je vis dans une ville où il y a peu de soleil, est-ce que ça me convient encore? Donc finalement, ça amène d'autres choix de vie.
Et moi, personnellement, j'ai quitté une grande ville du Nord, Bruxelles, il y a 7 ans déjà. Donc ça a amené beaucoup de changements finalement aussi Mm. dans la vie en parallèle. Et donc c'est plein de choses en fait. Souvent, quand on change d'hygiène de vie ou on change de mode de vie, on commence par quelque chose et puis souvent il y a d'autres changements qui se mettent en place lorsqu'on commence à se prioriser dans sa santé. C'est peut-être une des choses aussi qui s'est mis en place dans ton parcours, ce choix de d'abord soit peut-être l'activité professionnelle ou se faire passer en priorité d'abord. C'est un élément de ton chemin aussi. Oui, et on se rend compte aussi qu'il n'y a pas que l'alimentation, mais qu'il y a vraiment l'hygiène de vie globale. Quelqu'un qui mangerait parfaitement, entre guillemets, bio, majoritairement végétal, cru, si cette personne dort pas suffisamment et puis est tout le temps stressée, il y aura quand même encore d'autres problèmes qui vont rester parce qu'il n'y a pas que l'alimentation qui joue, mais il y a aussi l'hygiène de vie globale. Et donc, il y a d'autres axes hyper importants comme le sommeil, la gestion du stress, l'activité physique, le développement personnel aussi, pour chercher des voies de vie beaucoup plus épanouissantes. C'est en fait, c'est toute une variété de choses qu'on peut proposer pour améliorer son hygiène de vie sur différents plans et on peut quelque part choisir de changer peut-être certaines choses dans son alimentation ou au niveau de l'activité physique ou du sommeil et puis en fait on a plusieurs facteurs ou un peu comme une balance où on a plusieurs rééquilibres à trouver qui peuvent être intéressants. Oui, moi je sais que si je dors pas suffisamment, si je fais plus de sport pendant 10 jours, et si je remange un peu moins vivant, tout de suite tu sens la différence en fait. Il y a ton corps qui te rappelle à l'ordre, t'as pas besoin d'y mettre trop de mental, tout de suite tu te sens mais tellement différent, beaucoup moins d'élan, beaucoup moins de joie, beaucoup moins de vitalité, que tout de suite... C'est bien par contre d'expérimenter et de sortir un peu du chemin qu'on l'on s'est tracé, comme ça on sait pourquoi on le fait, ça nous fait des piqûres de rappel. Et il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvais choix. Finalement, c'est juste des expérimentations qui permettent... Moi, je dis toujours à quelqu'un qui fait un écart, c'est pas grave en fait. Ça permet de ressentir qu'est-ce qu'apporte cet écart au corps et comment tu te sens en fait quand tu manges telle catégorie d'aliments. Et c'est cette expérimentation qui permet après de faire les bons choix pour nous. C'est vrai que souvent, pour être dans ce milieu-là comme toi, des personnes font un écart, il y a souvent une grosse culpabilité qui est présente et qui, quelque part, va en plus être encore plus néfaste pour la santé de la personne et pour son organisme, en fait. Et puis, je trouve intéressant, comme tu le dis, de proposer une voie, c'est-à-dire une direction vers laquelle tendre, et puis après, tout en douceur, lorsqu'on a envie de faire des écarts, on les fait en pleine conscience, en prenant le plus de plaisir à les faire, et puis pour après encore mieux apprécier notre hygiène de vie qu'on a trouvée et qui nous convient le mieux. Et je trouve ça vraiment chouette. Ouais, je te rejoins sur le fait de savourer, d'accepter pleinement, de faire de temps en temps un petit écart festif ou quoi, parce que finalement, si on se stresse et si on se culpabilise parce qu'on le fait, on se fait double mal. Et sans stress et sans culpabilité, finalement, si on remange par exemple un peu de gluten, un peu de pain de petite épaule, voilà, ça va beaucoup mieux passer. Il n'y a rien qui est interdit au final, c'est juste qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient pas, comment on se sent avec ça et qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif de bien-être et de connaissance de son corps. Et c'est vrai que ça peut être intéressant au début lorsqu'on a envie d'emprunter ce chemin d'être conseillé, parce que c'est vrai que quand on s'intéresse par exemple à tout ce milieu-là, peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se disent le gluten, en quoi c'est néfaste pour moi, les produits laitiers, en quoi ça peut être gênant pour moi, et ça peut être intéressant justement d'être accompagné et puis d'aussi faire l'expérience justement de ces aliments-là et de voir qu'est-ce qui se passe dans le corps lorsqu'on les consomme ou non. Oui. C'est aussi tout ça que tu partages lors de tes accompagnements. Ça permet de gagner beaucoup de temps aussi et finalement d'être rassuré. Je vois que les gens, ils aiment bien pouvoir poser toutes leurs questions, être rassurés sur ce qu'ils font. Et puis parfois, on trouve tellement de tout et son contraire en nutrition que les gens sont bombardés d'informations, surtout maintenant à l'heure d'Internet, et ils savent plus exactement quoi faire. Ça, ils sont perdus en fait. C'est ce que je peux comprendre. Il y a trop d'infos et trop d'infos tue l'info. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment bon de manger sans gluten même si on n'est pas allergique ? Qu'est-ce que c'est l'intolérance ? Quels peuvent être les symptômes de l'intolérance ?
Et les symptômes d'une intolérance au gluten, ça peut être très varié. Il y a des gens, ça va se manifester avec des problèmes de peau. Il y en a d'autres qui vont être fatigués. Il y en a d'autres qui vont être constipés. Il y en a d'autres, ils vont avoir envie de dormir pendant 3 heures après avoir ingéré du gluten. Il y en a d'autres qui vont avoir des règles douloureuses, puis ils se rendent compte que en arrêtant le gluten, les règles, on les sent à peine passer parce que le corps retrouve son fonctionnement normal et originel en donnant une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, mais en le faisant bien, quoi. Et pour les produits laitiers, vu qu'on l'a mentionné, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu aussi ? Oui, moi j'ai adoré le fromage. C'est toujours intéressant aussi de se demander quelle catégorie d'aliments on a le plus de mal à se passer, parce que ça nous informe beaucoup sur le type de toxines que notre corps a principalement et qu'on doit pouvoir éliminer en s'aidant de certaines cures de détox. Et moi je sais que par exemple ce qui a été le plus dur, c'est le pain et le fromage. Et donc je sais que moi quand j'ai expérimenté de ne plus manger de fromage, j'avais beaucoup d'acné, même jusqu'à la trentaine. Et là, aujourd'hui, je viens d'avoir 41 ans hier. Et j'ai pas du tout de problème d'acné, sauf si je refais un écart. Mais voilà, on peut dire qu'au niveau de ma peau, ça s'est vachement bien stabilisé. Et les produits laitiers, en fait, souvent, les gens pensent que c'est indispensable pour la santé, pour le calcium. Mais en fait, c'est très acidifiant pour l'organisme. Ça va aussi beaucoup encrasser l'organisme de mucus. Il y a beaucoup de problèmes de santé qui découlent d'une consommation excessive de produits laitiers. Et le plus important étant d'arrêter vraiment le fromage de vache. Parce que passé 3 ans, on n'a plus les enzymes pour digérer ce type de fromage. Et en plus, quand on réfléchit bien, on est la seule espèce vivante qui consomme le lait d'une autre espèce. Donc les vaches, elles ne consomment pas le lait d'une femme, ou le veau, pas d'une jument. Enfin voilà, on est les seuls à consommer le lait d'une autre espèce. Et ça crée énormément de problèmes, notamment par exemple sur les douleurs articulaires. Ça c'est assez flagrant, quand les gens arrêtent les produits laitiers, ils ont plus de douleurs articulaires. Moi ça a été flagrant sur la peau, sur les rhumes à répétition et ce genre de choses. Et si on a envie de se faire plaisir, il ne s'agit pas non plus de tout arrêter. On peut se faire plaisir, mais on sait aussi ce que ça va avoir comme conséquence, entre guillemets. On peut très bien aller vers des produits laitiers de plus petits animaux, comme le chèvre ou le brebis, qui ne sont pas pasteurisés, ou encore mieux, vers des fromages végétaux. Et maintenant, il existe des merveilles à faire ou à acheter tout fait, à base d'amandes, de cajou, de coco. Il y a des belles textures, vraiment. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, une marque parisienne qui s'appelle J&Joy. On commence à les trouver, déjà le nom est magnifique, et puis on commence à les trouver en magasin bio, en Biocoop. Et ça ressemble vraiment physiquement à un fromage. Et puis on peut se faire très très plaisir. C'est un régal, quoi. Voilà, quand les gens... c'est une excellente transition... Arrêter certaines catégories d'aliments, ça ne veut pas dire être dans une alimentation qui n'est pas plaisir, bien au contraire. Et pour ça, c'est bien au début de passer par des recettes un peu plus travaillées ou d'aller faire le test, d'aller dans un restaurant cru et de voir combien c'est bon. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire, en fait, se tourner vers plus de cru, mais on peut manger quasiment plus rien, alors qu'il y a tout un panel de choses qui peuvent se faire. Est-ce que tu peux nous en présenter quelques-unes peut-être de ces choses qu'on peut cuisiner ? Alors, ce qui va être le plus impressionnant et similaire à la cuisine classique, ça va être de faire des lasagnes de courgettes, des spaghettis de légumes. Ça, c'est fantastique. Il existe une petite machine qui s'appelle un spiralizer. Puis c'est avec des lames qui ont 3 différentes épaisseurs. Puis on peut faire des spaghettis de courgettes, de concombres, de carottes, de betteraves, de panais, de racines de persil. Enfin, voilà. Tant que le légume est cylindrique et dur, on peut faire beaucoup de spaghettis de légumes qu'on peut manger cru, mais qu'on peut aussi passer à la vapeur avec un outil qui cuit à la vapeur douce, par exemple, en hiver, quand on a envie de manger un peu chaud, un peu réconfortant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir faire des pizzas crues aussi, à l'aide d'une pâte déshydratée avec des légumes, des épices, des graines. Et c'est meilleur, en fait, c'est encore meilleur. Quand c'est bien fait, c'est vraiment meilleur, c'est pas très compliqué à faire. On va pouvoir aussi faire des gâteaux crus, des cheesecakes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire encore ? Oh là là. Enfin, moi aujourd'hui, j'avoue que je préfère manger très simple. Donc, je suis bien équipée en termes d'appareils. Je connais les techniques, mais au quotidien, ce que je mange, c'est simple. Et c'est ça qui me régale le plus. C'est important d'utiliser beaucoup d'herbes fraîches aussi. La coriandre, le persil, la ciboulette, l'aneth. Enfin, c'est magique de rajouter les herbes fraîches, les aromates. Et c'est pas parce qu'on mange beaucoup de cru, qu'on incorpore beaucoup de cru, qu'on peut pas du tout manger cuit. Je citais par exemple la vapeur douce.
Ça, c'est une technique de cuisson qui est en dessous de 100 degrés. Et elle va être utile à 2 points de vue principalement. Soit déjà pour les gens qui ont juste envie de chaud de temps en temps, hein, tout simplement pour le plaisir, ou les saisons hivernales et fraîches. Ou alors les personnes qui digèrent pas bien le cru. Parce que beaucoup de personnes ne digèrent pas le cru et se disent « Ah bah ouais, mais c'est pas pour moi ». Mais en fait, c'est juste parce qu'il faut y aller de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus adaptée, beaucoup plus progressive, en s'aidant de certains outils comme les jus de légumes, la vapeur douce, en sachant quels aliments ont des fibres douces et ne vont pas être irritants et quels autres il vaut mieux incorporer plus tard, dans quelques semaines, dans quelques mois, quand la flore intestinale ira mieux. Donc il y a beaucoup de choses à... Il y a plein de choses en fait où on peut explorer en douceur et puis comme tu le disais, ce qui est intéressant c'est que en fait en connaissant certains principes on va pouvoir faire l'expérience soi-même. Par exemple, tu parlais d'expérimenter par exemple l'arrêt temporaire de gluten et voir dans son corps ce qui se passe. Pareil pour les produits laitiers ou pareil pour d'autres catégories d'aliments. Et puis on va pouvoir faire l'expérience soi-même de tiens, dans mon corps ça fait ça. Il semblerait que ce soit ça pour beaucoup de monde aussi, mais comme ça permet aussi de sentir dans son corps qu'est-ce qui se passe. Et puis c'est peut-être là aussi qu'on sent vraiment le regain d'énergie après ou les modifications en termes de vitalité qui naissent et qui jaillissent. Et c'est vraiment, je trouve, un des meilleurs filtres, vu qu'on entend un peu parler de tout en alimentation, tout et son contraire. Le meilleur filtre, je pense, c'est celui de l'expérience. L'expérience où là, on va valider ou non cette... Petite anecdote, c'est pas parce qu'on sait les choses qu'on fait tout parfaitement, hein, on reste des humains. J'ai passé en 2020 de longues semaines dans la Drôme. Il se fait que dans la Drôme, c'est une des régions de France où il y a le meilleur fromage de chèvre. Et donc, sur les petits marchés de producteurs, il y a des fromages juste exceptionnels. J'en ai mangé plus que de raison. Et une fin août, je me suis tapé un rhume de 10 jours, alors que je n'ai plus de rhume, quoi. Donc c'était clair et net. Les produits laitiers sont mucogènes, acidifiants, et ça m'a créé un rhume. Mon corps se nettoyait, en fait. Les gens ont tendance à avoir peur d'un rhume, mais en fait, c'est juste une fonction d'élimination du corps. Le corps, il sait plus par où éliminer tout ça. Il a trouvé un moyen, c'est de nous faire moucher. C'est vrai que les aliments plutôt mucogènes vont sortir du coup souvent par la sphère ORL ou par d'autres sphères, mais c'est vrai que justement quand on reprend conscience qu'en fait le rhume c'est pas le froid qui vient nous attaquer, mais que c'est une réaction du corps pour évacuer certains types de déchets, ça devient... On a une autre compréhension aussi du corps qui vient. Comment est-ce que toi tu vois justement le corps, les symptômes, à quoi ça correspond pour toi un symptôme dans le corps? Si tu veux parler un peu de... Un symptôme, c'est un indice qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien. Et un symptôme, c'est juste un signal, c'est comme si on comparait ça à une voiture. Il y a un signal lumineux qui nous dit que bientôt il n'y a plus d'essence, ou alors il faut changer une pièce ou quelque chose. En fait, le symptôme, c'est un signal qu'il y a quelque chose à changer parce qu'il y a un dysfonctionnement. Les symptômes peuvent être tout petits, ils peuvent être moyens, ils peuvent être beaucoup plus grands. En tout cas, c'est un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on est quand même fait pour être en bonne santé, pour se sentir bien. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que quand on change des choses dans son alimentation, il peut y avoir des petits symptômes. Certaines personnes vont être fatiguées, d'autres vont avoir des petits boutons. Et ça, ce sont des symptômes de détox. Et quand il y a des symptômes de détox, si ça reste confortable, ça va, on peut les gérer. Voilà, c'est pas grave d'avoir une fois un mal de tête. Je sais que toi, tu accompagnes des jeunes d'une semaine. En général, voilà, on peut avoir mal de tête au début, c'est la détox. Mais si ça devient inconfortable, ça veut dire qu'il faut ralentir le rythme à laquelle on a changé d'alimentation parce que ça détoxe trop vite. Donc un symptôme, ça peut être un signal qu'il y a des choses à changer et ça peut être aussi un signal qu'il y a des toxines qui cherchent à être éliminées et il faut que ça reste confortable, que ça fasse pas, qu'on soit pas dans l'inconfort, quoi. C'est vraiment justement appréhender les réactions de son corps et de les voir d'une autre manière et en douceur trouver des options pour pas forcément les gérer comme on les gérait habituellement où souvent on va chercher à couper les symptômes d'une manière ou d'une autre et d'être plus dans l'accueil du symptôme. C'est aussi vraiment ce qu'on, en semaine de séjour de jeûne ou séjour cure de jus, c'est vraiment ce qui ressort aussi, d'appréhender le symptôme d'une autre manière et d'une façon un peu différente où on est moins victime du symptôme mais on observe une réaction de son corps pour aller vers un mieux-être derrière. Mais c'est vrai que souvent on nous a souvent appris à faire disparaître le symptôme au plus vite sans chercher la cause profonde de ce symptôme qui souvent vient de quelque chose de notre hygiène de vie qui ne nous convient pas.
Mais... Oui, si on a mal de tête, on peut regarder du côté du foie, par exemple, qui a du mal à gérer toutes les toxines, qui est un peu engorgé. Voilà, il y a plein d'indices et de signaux à venir observer de plus près pour savoir qu'est-ce qui se passe. Si c'est le foie, on va venir travailler pour désengorger le foie, pour donner des plantes qui vont soutenir le foie dans ses fonctions d'élimination. Et c'est très intéressant aussi de se rendre compte qu'on a des organes qui permettent d'éliminer les toxines. Mais en fonction d'une personne à l'autre, ces organes vont être très efficaces ou justement ne pas fonctionner de manière optimale. Ces organes, on les appelle des émonctoires, donc c'est des portes de sortie des toxines. Il va y avoir 4 principaux, c'est les intestins, par ordre d'importance les intestins, les reins, les poumons et la peau. Bon, chez les femmes, il y a aussi les menstruations, le cycle féminin, qui est un moment d'élimination. Donc toutes les femmes qui ont des règles douloureuses, par exemple, c'est qu'il y a beaucoup à éliminer et le corps essaye de faire le ménage comme il peut. Et pour revenir à ces émonctoires, il y a des personnes qui, par exemple, puisque c'est les intestins qui permettent le mieux de faire un gros nettoyage, c'est le transit. Et bon nombre de personnes sont constipées et constipées chroniques. Ils ne vont même pas, ce qui est le strict minimum, une fois par jour. Si le corps n'arrive pas à éliminer ses propres déchets via son organe émonctoriel le plus important, il ne peut pas bien fonctionner. Et ça, on s'en rend compte aussi quand on fait par exemple des techniques de nettoyage du côlon, d'hydrothérapie du côlon. On se dit waouh, mais comment est-ce que je me sens après avoir nettoyé mon côlon, c'est incroyable, le regain d'énergie, on voit les yeux qui pétillent, on est plus joyeux, ça fonctionne mieux au niveau du mental, de l'émotionnel, on est plus en forme le matin, on gère mieux ses envies alimentaires, enfin tout fonctionne mieux quoi. Et puis on a souvent après ce regain de vitalité qu'on peut avoir, on a aussi envie de mettre notre vitalité au service d'autre chose, que ce soit par exemple de soi-même comme de l'activité physique ou autre, ou pour ses propres aspirations. Souvent les changements qu'on va enclencher dans son hygiène de vie vont apporter plus de vitalité lorsqu'on fait les bons changements. Et donc après la question aussi qui peut venir, c'est au service de quoi est-ce qu'on va mettre ces différents changements. Oui. Qu'est-ce qui peut être intéressant d'autre en dehors de l'alimentation? Oui, je pense qu'une fois qu'on a effectué certains changements qui nous permettent de nous sentir mieux dans notre corps, on est aussi beaucoup plus conscient de ce dont on a vraiment réellement besoin. Et c'est intéressant aussi d'aller s'interroger. L'année passée, j'ai eu l'occasion de faire un coaching de 10 séances avec quelqu'un qui m'a coachée. Mais ça, c'était plus sur le bien-être, développement personnel. Et il y a un exercice qu'elle m'a fait faire qui, sur le moment, ne m'a pas paru très puissant. C'était de déterminer mes valeurs, mes 5 valeurs principales. Et en fait, elle m'a dit, tu verras, cet exercice est extrêmement puissant. Parce qu'en fait, une fois que tu as déterminé tes valeurs, s'il y a quelque chose dans ta vie qui t'arrive qui n'est pas aligné avec ces valeurs, tout de suite, tu sais si cette chose a encore sa place ou pas. Et si on n'est pas conscient de nos valeurs, une valeur, ça peut être la liberté, ça peut être le contact avec la nature, ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être l'honnêteté, ça peut être... il y a plein de choses qui sont des valeurs. Et on se rend mieux compte si on y est vraiment connecté ou s'il y a des choses à changer. En fait, c'est après le ménage physiologique, il y a aussi un ménage, disons, plus psychologique, émotionnel. Mental. D'ailleurs, il y a une naturopathe française que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai fait une semaine de formation au niveau professionnel, c'est Irène Grosjean. Elle explique de manière très terre-à-terre pourquoi on peut être de mauvaise humeur ou de bonne humeur. Parce que dans notre corps, on a la lymphe, qui est un liquide. On a 2 liquides principaux, le sang et la lymphe. Et cette lymphe, déjà, elle est censée circuler. Mais elle ne circule que si on est actif, que si on bouge. Si on est trop sédentaire, elle stagne. Et vu qu'elle est chargée d'éliminer les déchets au niveau des ganglions lymphatiques quand elle circule, puis d'amener les bons nutriments aux cellules, si elle stagne, en fait, nos cellules stagnent dans un liquide qui n'est pas suffisamment propre. Et nos anciens, nos grands-parents, il y a très longtemps, appelaient ce liquide les humeurs. Et donc le liquide lymphatique, c'est les humeurs. C'est un autre nom, c'est un synonyme du liquide lymphatique. Et si celui-ci est chargé et sale, on va être de mauvaise humeur. Si on nettoie bien son organisme, on va être de bonne humeur, on va se réveiller joyeux. D'ailleurs, un exemple flagrant, c'est 2 sportifs crudivores qui m'inspirent beaucoup, Mimi et Jackie, qui ont un centre d'entraînement sportif, de détox, de bien-être à Tenerife. Et quand on regarde leurs vidéos, ils sont tout le temps joyeux. Ça, c'est un exemple assez marquant de ce que c'est d'avoir suffisamment bien détoxiné son corps et donner l'alimentation qui lui convient, en fait.
C'est vrai qu'on porte souvent l'accent sur le sang et les marqueurs sanguins, mais en règle générale, on s'intéresse assez peu à la lymphe et à ce liquide-là qui est vraiment essentiel pour plein de fonctions, que ce soit au niveau de l'immunité ou d'autres. Et c'est vrai que justement repenser un petit peu, tiens, comment est-ce qu'on peut dynamiser, faire circuler mieux la lymphe et donc pour mieux évacuer les déchets. Donc il y a l'activité physique, tu en parlais, il y a aussi certaines formes de massage qui peuvent être intéressantes. Oui. Mais c'est vrai que cet accent-là qui est un peu oublié, il est vraiment intéressant à aller explorer justement. On peut aussi être amené à découvrir d'autres. Tu parlais un peu tout à l'heure des organes émonctoires, apprendre à comprendre les fonctions de nos différents organes, c'est aussi une quête et une dimension qui peut être intéressante à explorer, où on peut avancer à l'intérieur de justement prendre conscience qu'on a un corps, de à peu près comment il fonctionne. On vit un peu moins dans l'inconscience quelque part aussi quand on observe ce qu'on mange, quand on observe les différentes réactions qu'on peut avoir après une bonne nuit de sommeil, après de l'activité physique. On peut engranger une forme d'expérience, une connaissance de soi qui peut aussi aller un peu plus loin, comme tu parlais, sur les valeurs ou sur aussi le changement et l'écoute de soi. C'est aussi quelque chose d'important selon toi? Énormément, oui. C'est très important de s'écouter parce que finalement, l'intuition quelque part ou les intuitions, les instincts que l'on peut avoir, c'est un peu notre cœur ou notre esprit qui nous guide. Au plus on l'écoute, au plus il va parler, au plus on l'écoute pas, au plus il va se taire et on peut passer à côté de choix qui peuvent vraiment beaucoup nous épanouir. Et l'intuition, c'est... tu présentes ça comment en fait? C'est quelque chose qui nous vient en tête de manière vraiment spontanée. Comment est-ce qu'on différencie par exemple peut-être une pensée de ce qu'on considère être l'intuition? Ça c'est difficile à expliquer. Dans ton expérience à toi, dans ton ressenti, comment est-ce que tu fais pour écouter au mieux ton intuition dans ton quotidien? Je pense déjà qu'il n'y a pas de mauvais choix parce qu'on est tous amenés à faire des expériences. Mais quand je me retrouve confrontée à des choix, j'essaye d'écouter à l'intérieur de moi et de me poser la question, dans ce cas-là, que choisirait ton mental, Marie? Et dans cette même situation, que choisirait ton cœur? Je sais que mon cœur, il est relié intimement à l'intuition, et mon mental, par contre, il peut être déconnecté de l'intuition. Donc en général, quand un choix est difficile à faire, c'est bien de se connecter à ses valeurs, de se dire, mes valeurs, c'est ça, mais aussi de se poser la question, est-ce que c'est le mental qui me donne cette réponse ou est-ce que c'est le cœur? C'est un peu la voix du cœur, finalement, l'intuition. C'est la prise de parole du cœur, c'est sa manière de s'exprimer, qui est reliée à notre âme, à notre mission de vie, à ce qu'on a besoin d'exprimer. Et moi, je sais que j'ai toujours, par exemple, eu une bonne étoile, et l'intuition, ça peut tout simplement être, tu te balades seul dans la nature, et tout d'un coup, tu as un chemin à gauche, un chemin à droite. Va savoir pourquoi tu prends celui de droite alors que tu avais prévu de prendre celui de gauche. Et en fait, c'était mieux de passer par là parce qu'il y aurait eu un éventuel danger dans le chemin de gauche. Ça, c'est l'intuition, c'est écouter finalement. Mais il ne faut pas la taire parce que sinon, elle nous parle de moins en moins. Et on vit dans un monde où la suractivité, le fait qu'il y a toujours quelque chose à faire, on ne peut jamais se permettre de rien faire. Je pense que de vivre dans du bruit, de la pollution, de la proximité, c'est pas évident de retrouver son intuition dans ce cadre-là. Aujourd'hui, je suis passée en ville pour qu'on se rejoigne et je me disais, j'ai vécu tellement longtemps en ville, mais aujourd'hui, je pense pas que je serais... Alors, quand je dis capable, bien sûr, je serais capable de vivre en ville s'il le fallait, mais je n'ai plus du tout envie de vivre en pleine ville, par exemple. C'est vraiment un retour à l'écoute de soi-même, finalement, peut-être une observation plus... une attention plus posée sur qu'est-ce qui se passe en moi, au niveau des pensées, au niveau de mon ressenti, et puis de cette écoute, de cette voix intérieure qui nous guide vers nos aspirations et vers ce qu'on a le plus envie. Et c'est peut-être aussi une dimension qui peut être incorporée justement à l'alimentation, cette part aussi intuitive. Elle est importante aussi selon toi, cette écoute au niveau du choix alimentaire, vers quel type d'aliment on peut être le plus attiré? Oui, elle est très très importante. Alors, elle peut prendre un peu de temps en fonction des personnes, des expériences, du vécu passé, mais ça fonctionne très très bien, cet instinct alimentaire, quand on est dans un cadre sain et majoritairement vivant. Donc, ça va fonctionner principalement avec les fruits, les légumes, les oléagineux, les algues, tous les produits un peu bruts, naturels, non transformés.
Dans ce cadre-là, notre corps, il va être, tiens, un jour attiré plus par les bananes, l'autre fois par les fraises, par le citron. Voilà, notre corps nous parle et nous guide vers les aliments qui contiennent les nutriments dont on a besoin. Et il peut y avoir une période où tu as envie de manger plein de bananes tous les jours, puis 2 semaines après, tu n'en peux plus et tu n'en manges pas pendant 10 jours. Mais par contre, ça ne fonctionne pas avec le Nutella, les pancakes. Et c'est différencier le côté intuitif de l'alimentation dans ce qui nourrit, et puis la pulsion alimentaire dans ce dont on sait qu'il va être plutôt encrassant pour l'organisme. Et bon, là, on sait que c'est plutôt mental et c'est moins de l'intuition parce que on sait que ça va apporter très peu à l'organisme d'un point de vue Oui, c'est ça, c'est moins de l'instinct. Et après, il faut un peu de temps aussi pour que les papilles gustatives se réhabituent à des goûts beaucoup moins transformés, beaucoup moins stimulants. Et je vois beaucoup de gens, par exemple, n'apprécient pas trop les jus verts au début et finissent par dire « Ouais, mais comme c'est bon, en fait, je me régale ». Ou alors pensent qu'ils vont jamais pouvoir expérimenter le jeûne intermittent parce qu'ils croient devoir dépendre absolument du petit déjeuner et finalement tenir au bout de quelques mois jusqu'à midi en étant content de prendre le premier repas à midi. En fait, il faut pouvoir oser sortir un peu du sentier battu. En parlant justement des sentiers, du voyage, de la marche, des chemins, je sais que tu es passionné par le désert. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi de cette passion et de ce cheminement-là ? Oui. Moi, je suis née pas loin de Bruxelles. Je suis belge, mais je suis d'origine belge de ma maman et tunisienne de mon papa. Et à 26 ans, en 2006, j'ai eu l'occasion d'aller passer une semaine de randonnée chamelière dans le désert. Donc, qui dit randonnée dit marche et chamelière parce que les dromadaires sont là pour porter un peu la logistique, la nourriture, les sacs, voilà, ce genre de choses. Et j'étais pas particulièrement attirée par y aller, étonnamment. Mais ma mère m'a proposé ce voyage en me disant qu'il allait me faire du bien. C'était aussi un voyage de développement personnel avec un outil qui est les constellations familiales. Et du coup, j'ai été parce que j'étais toujours contente et curieuse de découvrir autre chose. Et c'est un voyage qui a vraiment changé ma vie, qui a été comme une renaissance. Et alors là, l'intuition a eu son rôle, puisque quand je suis rentrée, je ne vivais que pour y retourner. Donc je suis retournée 3-4 fois en Tunisie à l'époque, le plus fréquemment possible. Et donc je suis retournée dans des voyages dans le désert qui m'ont permis de découvrir un peu plus cet univers, les gens. Je vivais que pour ça. Et je pense qu'à l'époque, ma mère, par exemple, aurait préféré que je sois plus curieuse de mon avenir professionnel ou de certaines formations que j'avais pu entreprendre. Mais elle m'a laissé faire, mais elle comprenait pas pourquoi je voulais tellement y retourner aussi souvent. Elle me dit « mais t'as déjà été une fois, c'est bon maintenant, allez, c'est ici, à Bruxelles, que tu dois construire ta vie, c'est pas là-bas ». Et moi, je me suis écoutée et finalement, j'ai fini par devenir accompagnatrice pour une association française qui organisait des randonnées chamelières, soit nature, donc avec des adultes, ou encore avec des parents qui venaient avec leurs enfants à partir de 6 ans. Et il y avait aussi des voyages de développement personnel, mais ça, c'était d'autres accompagnateurs qui s'en chargeaient. Moi, j'étais dans les voyages nature, et j'ai dû aller une vingtaine de fois, tout confondu, peut-être 25 fois entre la Tunisie, un petit peu en Mauritanie, Jordanie, Maroc. Et c'est vrai que le désert m'a fascinée, parce qu'il n'y a rien, mais t'as tout. Tu dors par terre, sur un matelas, sous les étoiles. Il fait très chaud la journée, très froid la nuit. C'est des conditions qui sont pas forcément évidentes. Au début, tu te dis « Ah ouais, je vais pas me doucher pendant une semaine. Comment ça va se passer, moi qui aime ma douche et mon confort au quotidien ?» Et en fait, tu te rends compte que là-bas, loin de toute civilisation, tu te reconnectes vraiment tout de suite à toi-même. Ça se fait tout seul. Et tu es entouré, en général, de populations, de chameliers qui sont tellement gentils. Tu retrouves des vraies valeurs humaines, de fraternité, de chaleur humaine, qui font du bien. Et c'est justement après, quand on retourne à la civilisation, qu'on dit « Waouh, qu'est-ce que je fais là ?» Je me rappelle, à un retour d'un des voyages, de me balader dans un quartier très commerçant de Bruxelles. Je crois que c'était le lendemain de l'atterrissage. Et je me disais, mais pourquoi il y a tous ces magasins ? Rien n'avait plus de sens, en fait. Pourquoi il y a tout ça qui est transformé ? Pourquoi la société est aussi stressante ? Et ça reconnecte à l'essentiel. Et c'est très fort, ce genre de voyage. On dirait une forme de jeûne, mais de la civilisation quelque part, un petit peu. Oui. Et tu es tellement... Enfin, moi, j'étais tellement heureuse, ça faisait
quasiment ça à tout le monde, que tu n'as pas envie de quitter en fait. Au début tu y vas, tu te dis bon, au bout de 7 jours je serais contente de retourner dans une chambre d'hôtel bien confortable, et en fait non, t'as pas forcément envie de le quitter. T'es trop heureux là-bas, t'as envie de rester au contact de la nature, à être avec des gens dans la bienveillance, et à prendre justement un temps off, hors des grandes villes et hors de la civilisation. Il y a aussi beaucoup de marches, donc j'imagine c'est Oui. des kilomètres et des kilomètres chaque jour. Selon les voyages, ça allait encore, hein, c'est entre 3 et 6 heures par jour. En termes de kilomètres, c'est pas aussi énorme que ce que tu peux faire comme randonnée en montagne, par exemple. Parce que comme il y a du sable, tu t'enfonces dedans, il y a des dunes, ça monte, ça descend. En termes de kilomètres, c'est pas énorme, mais on va marcher entre 3 et 6 heures. Et c'est accessible à plein de niveaux. Il y avait même des enfants de 6 ans qui étaient là. Et puis quand ils étaient un peu fatigués, ils montaient sur le dromadaire taxi. Puis continuaient. Et c'est accessible. Oui, il y avait toutes sortes de niveaux, mais c'est vraiment accessible. Puis on marche le matin quand il fait pas trop chaud. On essaie de se reposer à midi, de faire une sieste, d'avoir un rythme qui soit suffisamment relaxant. Et mon rôle, finalement, en accompagnant les voyages là-bas, c'était de faire le pont entre l'équipe locale et le groupe de voyageurs. Je l'ai fait pour une association qui s'appelait l'Ami du Vent, qui était extraordinaire, qui n'existe malheureusement plus aujourd'hui, qui était basée dans le nord de la France, à Thionville, qui m'a fait faire des rencontres fabuleuses. Et donc je faisais le pont entre l'équipe locale et les gens, et j'étais surtout là pour leur expliquer comment vivre une semaine dans le désert en toute sécurité. Comment faire avec l'eau, avec les scorpions, avec ceci, avec cela, parce que c'est sûr c'est dans un univers sauvage, donc il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi, d'aller se balader pieds nus par exemple, même si on voit les chaméliers le faire, eux ils ont pu être piqués plusieurs fois, ils sont comme immunisés. Nous on n'aurait pas les mêmes réactions si on se faisait piquer par un scorpion, donc déjà je leur explique qu'on peut être relax, on y va aux saisons où normalement ils hibernent. Alors c'est pas impossible d'en avoir, mais a priori tu n'en as pas. Puis je leur explique les petites règles de sécurité, je fais attention à eux, je prends soin d'eux, j'observe. Quand eux ils sont là pour être tout à fait dans la détente, moi j'ai toujours un œil quelque part pour voir que tout se passe bien pour tout le monde, rassurer au fait de faire un bivouac à la Belle Étoile, et puis... Et puis il y a toujours cette envie d'aller encore plus loin, parce qu'on peut se dire c'est toujours la même chose, le désert, et en fait c'est chaque jour est une nouvelle marche, une nouvelle rencontre peut-être. Parce qu'on peut, d'un point de vue mental, on pourrait se dire, mais voir toujours la même chose toute la semaine, c'est une autre forme de voyage, c'est ça aussi, c'est une forme aussi intérieure à la fois de voyage. Il y a ça, mais aussi, finalement, c'est changeant tous les jours, parce qu'il y a certaines parties du désert qui vont être plus rocailleuses, d'autres plus sableuses. Il y en a où il y a des grandes dunes, des petites dunes, de la végétation, pas du tout de végétation. Il a plu un petit peu, il y a des fleurs qui sortent en 24 heures. Il y a des endroits où il y a des sources d'eau, d'autres qui sont complètement dénuées de sources d'eau. Normalement, on ne voit pas de traces de vie humaine, mais quelquefois, on voit le cadeau de rencontrer des vrais nomades qui vivent là à l'année. C'est très rare, mais ça peut arriver. Donc finalement, les jours ne se ressemblent pas. Et pourtant, on peut des fois venir là-bas en se disant dans le désert, une semaine, il faut que je prenne suffisamment de livres ou de jeux, de société ou de choses comme ça. Et en fait, on n'utilise pas tout ce qu'on prend parce que le temps se déroule différemment. Et même si, du fait qu'il y ait moins de sollicitations extérieures, on va dire on a l'impression d'avoir plus de temps sur une journée, mais en fait, on n'a pas trop de temps. Ça s'écoule naturellement et c'est assez magique. En fait, c'est peut-être un réagencement du temps, dans le sens où d'avoir plus de temps à disposition, mais on a aussi peut-être une meilleure connexion, une meilleure relation à soi, à la nature, qui fait que ce temps-là, il est pas perdu comme on pourrait l'entendre d'une manière habituelle, mais au contraire, il est gagné dans le sens où on est soit bien avec soi, soit bien connecté à la nature, aux éléments. Et puis, j'imagine aussi qu'il y a les conditions climatiques doivent changer. Le soleil, le temps, les nuits sont froides. C'est comment au niveau... C'est très changeant dans le désert ou c'est assez stable, tout ça? Les voyages pour se faire en sécurité, ils se font entre fin octobre et début avril, voire fin avril maximum. Parce qu'on va dire qu'en mai, juin, juillet, août, septembre, il fait beaucoup trop chaud. Donc les températures ne sont pas viables. Puis en plus, quand il fait très chaud, il peut y avoir beaucoup plus de serpents et de scorpions qui n'hibernent pas. Donc il faut vraiment y aller aux bonnes périodes. Et il y a des fois des gens qui vont dans des conditions pas du tout sécurisantes. Par exemple, qui vont aller dans un hôtel
je sais pas, en Tunisie, à Djerba, puis ils vont voir qu'il y a une excursion pour aller dans le désert, une nuit dans le désert en plein mois d'août. En fait, ça, c'est la catastrophe parce que les animaux dangereux n'hibernent pas à cette période. Donc il y a des choses qui sont proposées qui sont dangereuses. Donc il faut vraiment le faire dans des conditions qui soient rassurantes. Et même si on aime l'aventure, c'est pas le genre de voyage où on part sac à dos avec 2 gourdes et on se débrouille. Il vaut mieux faire appel à des gens qui sont nés dans cette région et qui, même s'il y avait une tempête de sable, peuvent nous guider si on ne voit pas à 1 mètre en fait. Ils connaissent le désert comme leur poche et ils peuvent te guider dans des conditions inouïes en regardant la forme des dunes, l'orientation du soleil. C'est assez impressionnant. Et donc c'est important de se faire accompagner des bonnes personnes. Et ah oui, tu m'as posé une autre question, mais... Je crois que je parlais des éléments, mais tu as répondu à cette Oui. question. Oui, tu me demandais sur les températures. Donc selon les pays, évidemment, c'est différent. Mais par exemple, sur un pays comme la Tunisie ou le Maroc, globalement, il va faire encore assez chaud en octobre et en avril. Mais les autres mois, ça va peut-être être 20 degrés la journée. Donc s'il n'y a pas de vent, c'est très agréable en hiver. S'il y a un peu plus de vent, c'est un peu plus frais, mais c'est très agréable la journée. Puis dès que le soleil se couche, il commence à faire frais. Donc de l'après-midi, c'est le moment pour aller commencer à se mettre en tenue relax de soirée, mettre des couches un peu chaudes, un peu comme un oignon, on rajoute des couches et des couches. Et il peut aller jusqu'à 0 degré la nuit, voire un tout petit peu en dessous. En général, moi je conseille de mettre le sac de voyage à la tête pour se protéger la tête du vent, du sable, etc. Et j'ai pu avoir un peu de givre sur le sac de voyage le matin au réveil. Mais si tu es bien préparé, que tu mets suffisamment de couches de vêtements fins et chauds et que tu as un bon sac de couchage, voilà, il y a des couvertures en plus sur place, voilà, c'est tout à fait viable. Le souvenir le plus dur, entre guillemets, c'est peut-être le matin quand il faut faire son sac et que les doigts n'ont pas encore eu l'occasion de se réchauffer. T'as un peu mal aux doigts, mais à part ça, franchement... Et puis le soir, t'es autour du feu avec des chameliers, tu manges chaud, souvent, après une bonne salade, tu chantes, tu danses, tu joues, tu rigoles, t'as pas l'impression d'avoir froid, en fait, tu le sens pas. Ouais, donc c'est vraiment quelque chose qui est très divers et chaque... comme on peut l'imaginer, c'est pas routinier en fait. Oui. Il peut y avoir des tempêtes de sable, il peut y avoir de la pluie, c'est extrêmement rare, mais t'as l'impression que tu dis oh là, on va se faire tremper, en quelque sorte, et puis après en fait c'est quelques gouttes, ça a duré 5 minutes, ça fait un joli dessin sur le sable et c'est déjà fini. C'est vrai que c'est une région très sèche. Et aux abords du désert, je sais que toi tu plantes énormément d'arbres, et bien j'étais très surprise de rencontrer des agriculteurs qui plantaient certains légumes et que ça pousse en fait dans des régions aussi arides. Alors certes ils avaient besoin de moteurs et de pompes à eau et ce genre de choses et de faire des canalisations pour faire circuler l'eau, mais même là ils arrivent à faire pousser des choses. C'est dingue ça. Des légumes racines par exemple, du persil. D'accord. Ah ouais, j'aurais jamais cru que tu vois qu'on Moi non pouvait plus. cultiver. C'est dingue ça. C'est dingue. Et donc avec toutes ces choses qui te tiennent à cœur, aujourd'hui, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur, on va dire, sur toutes les choses que tu connais, que tu as expérimentées? C'est quoi qui aujourd'hui te fait le plus vibrer dans toutes les les Je différentes ressens facettes? beaucoup de vibrations avec une alimentation saine, une hygiène de vie qui fait du bien pour vraiment nourrir la belle vitalité dont notre corps est capable. Je suis assez fanat de la course à pied, j'adore ça. J'adore les voyages, même si en ce moment, voilà, comme beaucoup de monde, je les ai mis entre parenthèses, le temps que ça puisse se refaire dans des bonnes conditions. Et je vibre assez bien avec tout ce qui est van life. Donc je n'ai pas de van personnellement à moi, mais j'aimerais beaucoup avoir un van qui me permette d'avoir un chez moi fixe et puis de partir à l'aventure. Et aussi j'ai besoin de nature et de soleil. Ça c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup pour moi. D'honorer mes valeurs, de me sentir libre. Et en créant des accompagnements individualisés récemment, je me suis vraiment rendu compte que je voulais pouvoir aider les gens tout à fait à ma manière. C'est-à-dire honorer ma créativité et ma manière de faire qui est unique et personnelle. Chacun a des manières de faire uniques et personnelles, chacun a des dons. Et je pense que voilà, c'est très important de pouvoir écouter la manière qu'on a envie de le faire.
Et aujourd'hui, voilà, en créant une petite auto-entreprise, je suis vraiment contente de me dire que je commence à pouvoir faire à ma manière après avoir eu des expériences très enrichissantes dans la vie. Mais aujourd'hui, à l'aube de ma quarantaine, je suis heureuse d'honorer cette liberté et elle me tient de plus en plus à cœur. De faire bénéficier justement toute cette expérience que tu as vécue et tous les essais que tu as faits, je trouve ça vraiment chouette. Et je voulais revenir avec toi sur les valeurs. Tu disais tout à l'heure qu'elles avaient été vraiment puissantes, ces 10 valeurs que tu avais que tu avais écrites dans ta vie. Il y en avait 5 principales, ouais. Voilà. Comment est-ce que ça s'est fait dans le temps? Parce que du coup, j'ai pas rebondi là-dessus tout à l'heure. C'est avec le temps où en fait je veux bien que tu nous expliques un petit peu, que tu approfondisses ce sujet-là des valeurs, en quoi elles ont été si puissantes. La coach m'avait posé pas mal de questions pour comprendre quelles étaient mes valeurs. D'ailleurs, moi aujourd'hui, ça je n'ai pas parlé, mais je suis en train de suivre une formation de coaching de vie qui s'appelle Creator Coaching Programme avec un Australien passionnant qui vit en Thaïlande. Et il y a plusieurs professeurs, mais notamment aussi une copine naturopathe qui est à Berlin en ce moment, mais qui s'apprête à aller vivre sous les tropiques, Anne-Claire Méret. Et donc, Creator Coaching Programme nous apprend beaucoup l'écoute, les questionnements qui nous permettent de travailler avec les personnes que l'on accompagnera, etc. Et donc, la coach avec qui j'ai pu faire 10 séances l'année dernière m'a énormément posé de questions pour m'aider à déterminer mes valeurs, parce que je ne voyais pas forcément clair dessus. Et grâce à ces questions, une fois que j'avais identifié mes 5 valeurs principales, on en a créé la définition. Enfin, c'est moi qui ai dit les mots, mais après, elle m'a aidé à les formuler, à les mettre vraiment d'une manière claire et limpide et directe. Et après, elle m'a dit, voilà, je t'invite les prochaines semaines, quotidiennement, à lire tes valeurs, à lire la définition des valeurs qui t'animent. Et après ça, il y a certains choix qui sont devenus comme évidents, parce que je travaillais certains blocages de ma vie avec elle. Et elle me disait, mais voilà, ça, est-ce que tu penses que ça c'est encore aligné avec tes valeurs? Et là, en fait, j'avais la réponse tout de suite. C'est comme un code d'honneur avec soi-même, où ça t'aide à faire les choix aussi dans ta vie. Et c'était passionnant. C'était passionnant, je pense que c'est que le début, parce qu'on est toujours en chemin toute notre vie, hein, et on a beaucoup à découvrir et à évoluer tout au long de notre vie. Mais notamment, j'habitais dans une petite ville à l'époque, et puis de me rendre compte à quel point le contact avec la nature était hyper important. Voilà, j'ai essayé de pouvoir tout faire pour être plus souvent dans la nature, et de voir à quel point je me sentais mieux et plus heureuse et plus joyeuse quand je le faisais, et beaucoup moins alignée quand je le faisais pas. Ouais, c'est vraiment génial. Ou c'est aussi par rapport à certaines relations, qu'elles soient personnelles ou privée, familiale, professionnelle, quelle qu'elle soit, finalement, une fois que tu regardes tes valeurs et que tu étudies certains blocages dans certaines relations, tu te dis, ah bah oui, là c'est intéressant de creuser, de rester, parce que c'est quand même aligné dans mes valeurs, et là pas du tout, donc il y a vraiment un choix à faire, et c'est pas des choix qui sont faciles à faire, mais c'est des choix qui apportent toujours beaucoup derrière les difficultés qu'il y a à les traverser. Moi, je sais que notamment, il y a un an, ça m'a amené à faire 600 km le jour de mes 40 ans pour changer de région, pour changer de vie, en fait, faire des choix qui allaient me rendre plus heureuse. Et c'est pas des choix faciles à faire, et la société nous invite souvent à rester dans des choses confortables, en fait. Oui, aller chercher ce qui nous nourrit vraiment sur les différents plans de l'existence, en fait. Et puis d'avoir ces valeurs comme guide, peut-être pour mieux se reconnecter à soi et savoir est-ce que ce choix-là vibre avec moi, est-ce qu'il est, adapté, est-ce qu'il correspond à mes valeurs et ma vie et moi, en fait. Et je trouve ça vraiment intéressant justement de reconnaître un petit peu ces choses-là qu'on a en soi et qu'on cherche à l'extérieur, mais qu'on ferait peut-être mieux de s'apporter d'abord avant de les chercher à l'extérieur. Si par exemple une de nos valeurs c'est la bienveillance, et qu'on estime qu'il y a une relation, un cas de figure dans notre vie où on se dit tiens, là, la bienveillance, elle était bof à mon égard. On peut se poser la question, est-ce que je suis bienveillant à mon égard? Parce que finalement, on est toujours la première personne à devoir nous apporter ce que l'on recherche à l'extérieur. Si on veut vivre une belle histoire d'amour, il s'agit déjà de s'aimer soi-même. Si on veut de la bienveillance, il s'agit d'être bienveillant avec soi-même. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses, parce que
n'a pas suffisamment tendance à aller chercher en effet miroir de qu'est-ce qu'on s'apporte à nous. Et c'est un exercice qui se refait à beaucoup d'étapes de la vie. Parce que tu as l'impression d'avoir compris des fois, puis après, X années après, tu refais une expérience qui se présente autrement. Tu dis, ah non, j'avais pas encore suffisamment compris. Vraiment fascinant. Et puis, ouais, comme tu disais, je crois que c'est un chemin qui s'arrête quelque part jamais, où en fait, c'est toujours cette quête de réalignement, de rééquilibrage, que ce soit alimentaire, physiologique ou émotionnel, ou sur les différents plans. Ouais, j'ai un petit exemple là-dessus, rapide, c'est que un peu avant 30 ans, j'avais fait une formation sur la gestion de la pensée avec un Canadien qui était venu à Bruxelles pour un week-end de formation passionnante. Et j'avais très bien compris à quel point on était le réalisateur, l'acteur, le script de notre propre vie. Je pense avoir intégré le mécanisme. Et 10 ans plus tard, j'avais un peu délaissé cette idée et j'ai dû en refaire certaines expériences de vie pour me dire que, ah oui, non, en fait, là, il faut que je me réveille, c'est moi qui suis actrice de ma vie, en fait. Et là, je suis de nouveau en train d'être dans un mécanisme qui est moins porteur. Voilà. Écoute, on arrive vers la fin de ce podcast. Je vais te poser la question rituelle. Si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message ? Waouh! Je suis pas du tout préparée pour trouver le message à mettre dans la mer, c'est ça qui est bien, parce que du coup, il va falloir... En plus, on enregistre ce podcast pas très loin de la mer, on peut est presque en bord l'entendre. de mer, presque, oui, c'est ça. Non, mais... Alors, un dernier message à l'humanité. D'aller à la rencontre de soi-même et d'apprendre à s'aimer. Écoute, merci beaucoup Marie, en tout cas, pour ce magnifique échange. Merci beaucoup à toi, c'était super. J'étais un peu... je me suis laissée guider et j'avoue que c'est du 100% spontané, autant de ta part que de la mienne. Donc c'est génial parce qu'on n'a rien préparé, c'est tout du... Ah bah, tu vois, c'est vraiment une expérience. C'est vraiment une expérience faite à faire. En tout cas, merci de l'avoir fait avec moi. Et puis, donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller découvrir tes activités. Donc, vous pouvez trouver les liens dans la description du podcast ou dans la description de la vidéo si c'est sur YouTube que vous écoutez. Et puis, vous trouverez également dans le lien de la description le Tipeee du podcast si vous voulez soutenir le podcast et m'aider à planter des arbres fruitiers dans un projet de création de forêts comestibles. Donc voilà. Il y a une cagnotte disponible si vous souhaitez y participer. Merci de nous avoir écoutés. Merci Bravo Marie. Ben, pour moi tu es comme un colibri. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça me touche. Et à bientôt alors. À bientôt. Prenez soin de vous.